Bonjour à tous. J'attends que les gens peut-être s'assoient. 30 secondes. Ok, je vais démarrer. Donc, je suis Mathilde Loriot-Tedeschi, je suis groupe directeur de Fjord. Qu'est-ce que c'est que Fjord? Fjord, c'est l'agence de design et d'innovation d'Accenture, donc au sein particulièrement d'Accenture Interactive. Et nous sommes 50 designers complètement dédiés à l'expérience client dans un monde physique et digital. Mais aujourd'hui, plutôt que de vous parler de Fjord, j'ai choisi de partager avec vous un sujet de réflexion qui est un peu un sujet de réflexion personnelle, en tout cas qui m'intéresse en ce moment, autour du lien entre l'expérience client et l'expérience de marque. Et notamment, quelle est l'implication du travail qui est fait sur l'expérience client sur les marques et comment est-ce que les marques peuvent et doivent se construire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? En fait, j'ai choisi ce sujet parce que ça fait pas mal de temps que je travaille, une vingtaine d'années que je travaille autour de la marque, de la création de marques, du développement des marques. J'ai travaillé sur leur stratégie, sur leur identité, sur leur communication. Et j'ai rejoint Fjord il y a quelques mois, parce que je suis convaincue qu'en fait c'est l'expérience aujourd'hui qui est le cœur du moteur et qui crée vraiment la différence pour créer les marques et les pérenniser. Et je me suis aperçue qu'il y avait plein de questions qui se posaient sur le lien entre l'expérience et la marque. Et j'ai commencé à réfléchir au sujet et je voudrais partager avec vous en fait ces quelques questions et pistes de réflexion. Si on redémarre sur un peu l'histoire de la marque, on s'est dit pendant de nombreuses années que la meilleure définition d'une marque, en fait, c'était de dire que la marque, c'était une promesse qui était souvent communiquée par les campagnes publicitaires auxquelles beaucoup de gens croyaient. Et cette promesse, elle pouvait être émotionnelle ou plus rationnelle. On parlait de promesse et de raison de croire. Et à ce titre, Coca-Cola nous a promis le bonheur. Orange nous a promis un avenir plus optimiste, plus brillant. Et la RATP nous a promis d'aimer la ville. Mais la promesse, c'est un peu comme l'amour, ça n'existe pas vraiment, il n'y a que des preuves de l'amour et donc que des preuves de cette promesse. Et donc on peut se dire que finalement une bonne marque, c'est une marque qui tient ses promesses et qui a ce socle solide qui permet finalement de la croire. Et c'est difficile finalement de croire aux marques, de plus en plus difficile, parce qu'il y a deux phénomènes qu'on connaît bien. Un, une attente de plus en plus forte de la part des clients et de nous tous sur la transparence, l'honnêteté des marques. Donc si on promet quelque chose qu'on ne peut pas vérifier, ça devient très difficile. Et puis un deuxième phénomène, qui est dans un monde digital, les clients, les consommateurs, nous tous, nous avons besoin de plus de services, nous avons besoin de plus d'attention, nous avons besoin de cette expérience. Et donc la promesse, elle doit vraiment être développée à l'aune de faits et de preuves. Et donc on arrive dans une sorte de nouveau paradigme pour les marques. Et cette définition qui peut sembler un petit peu extrême, finalement une marque aujourd'hui, c'est ce qu'une marque fait. Et c'est moins ce qu'une marque dit. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on apprécie les marques, on les vit, on les évalue au rythme de ce qu'on vit avec elles, et que même la perception qu'on en a, et même le positionnement final des marques, leur intention, est perçue au filtre de ce qu'on vit avec elles. Ainsi, une marque qui a la capacité de nous livrer en 24 heures devient son positionnement. Une marque qui a la capacité de faire venir un taxi en bas de chez nous en 5 minutes, ça devient finalement le positionnement de la marque. Et donc on voit bien que cette dimension de preuve et toutes ces preuves qui constituent l'expérience devient finalement l'ossature nouvelle des marques. Et effectivement, les marques nouvelles qui sont autour de nous, que nous utilisons dans notre quotidien, elles ont émergé parce qu'elles ont travaillé particulièrement ce concept de marque, parce qu'elles ont soit éliminé tous ces points de douleur dans l'expérience que nous avions avec des marques et des catégories que nous avions l'habitude d'utiliser depuis des années, soit parce qu'en comprenant mieux qui nous sommes, elles ont été capables de développer une nouvelle expérience, à la fois beaucoup plus pertinente, mais aussi plus engageante et plus fun. Et donc,
donc dans ce développement de l'expérience, il y a un mot qui est clé, il y a le mot design bien sûr, mais il y a un deuxième mot qui est clé, c'est le mot utilisateur, individu, la personne qu'il faut comprendre pour arriver à déployer des services pertinents. Et pourquoi est-ce que pour développer une expérience pertinente et des nouveaux services pertinents, il faut s'intéresser à l'individu et pas à votre catégorie et à votre marque en particulier? C'est parce que vous avez dû le ressentir et le remarquer comme moi. Notre dernière meilleure expérience vécue définit tout à coup notre standard pour tous les services que nous expérimentons au quotidien. Vous prenez un taxi Uber et vous n'avez pas besoin de sortir votre carte de crédit, vous n'avez même pas besoin de penser à payer. Et l'après-midi, vous allez faire des courses et vous vous demandez encore pourquoi il faut faire la queue à la caisse. Ou vous appelez votre assurance parce que vous avez un dégât des eaux et vous demandez pourquoi c'est pas aussi simple qu'envoyer une photo du dégât et avoir tout de suite de l'argent sur votre compte. Et en fait, cette capacité et ce monde dans lequel nous vivons qui nous permet de comparer en permanence les expériences, les services délivrés par les marques, nous rend terriblement exigeants et fait qu'on compare tout à coup le monde qui nous entoure sans se préoccuper des catégories et des industries. On appelle ça chez Fjord les attentes liquides. Ces attentes liquides, ça veut dire que les attentes que nous avons en tant qu'individus, elles circulent d'une catégorie à l'autre. Et donc on ne peut pas se contenter de regarder ce que font les concurrents de marque pour travailler sur vos problématiques, ni regarder quel est le standard de la catégorie. Le standard de la catégorie est un élément parmi d'autres, mais on ne peut pas uniquement se contenter de regarder cet élément-là. Il faut regarder tous les standards de service autour de nous. Et pour faire ça, il n'y a pas mieux que d'étudier les gens. Et les gens, même plutôt que les utilisateurs, parce qu'il y a sûrement des non-utilisateurs de vos produits et de vos marques qui sont intéressants à observer. Et donc, c'est vraiment l'approche du design, c'est ce qu'on fait chez Fjord. On les observe, on ne teste pas avec eux au départ, on les observe, et on a vraiment une conviction qu'il faut moins tester et plus observer. On les observe dans leur environnement naturel. On peut comprendre des enjeux de mobilité parce qu'on a vécu 2 heures avec quelqu'un chez lui. On peut comprendre des tas de problématiques sans forcément être collé aux produits et aux services en question. Donc ça, c'est absolument fondamental. Mais si on fait ça, si on le fait bien, et si on ne fait que ça, eh bien, se pose la question du rôle de la marque dans tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir coller les morceaux, travailler avec toutes ces informations pour prendre en considération l'ensemble des éléments? Et on voit bien que c'est vraiment le cœur du sujet et qu'il y a un risque ici à mener les deux approches séparément. Il pourrait y avoir d'un côté les marques qui se soucient uniquement de délivrer un parcours fluide, pertinent et engageant, c'est déjà très bien, mais qui risquent d'être extrêmement génériques. Et puis de l'autre, des marques qui se limiteront peut-être à un storytelling qui aura du mal à trouver des preuves ancrées dans l'expérience. Alors comment est-ce qu'on peut réfléchir à cette tension et à cette contradiction et comment est-ce qu'on peut arriver à réfléchir à ce sujet? Si on regarde les marques autour de nous, on peut se dire qu'effectivement, il y a 2 types de marques aujourd'hui. Il y a les marques, et qui sont d'ailleurs plus des entreprises, qui ont vraiment été drivées par l'expérience. Donc c'est toutes les nouvelles marques technologiques autour de nous, les Uber, les Netflix, les Spotify, dont vraiment le positionnement est lié à l'expérience qu'elles nous fournissent. Et c'est comme ça qu'on les définit. Et d'ailleurs, souvent, on a du mal à définir ce qu'elles sont vraiment, quelles sont leurs valeurs, quel est leur projet, quelle est leur raison d'être, à part nous fournir une expérience extrêmement fluide. Et puis, on a en bas à droite des marques historiques, patrimoniales, des marques qu'on aime beaucoup en général, et qui ont du mal à se transformer et à transformer leur expérience et à intégrer tout le pouvoir et le potentiel du digital et de la techno dans l'expérience qu'elles fournissent aux consommateurs. Alors pourquoi est-ce que les marques qui sont drivées par l'expérience ou les compagnies qui sont drivées par l'expérience devraient se soucier de leur marque? Je vois a priori 3 raisons pour lesquelles s'intéresser à la marque, c'est intéressant. Première raison, ne pas travailler sa marque, c'est potentiellement développer une expérience très générique. Certes, ça sera une expérience satisfaisante, mais il suffit qu'un nouvel acteur arrive sur le marché et soit capable, à travers une technologie qui devient mûre, de proposer une expérience meilleure pour que cette marque perde des parts de marché. Donc la marque, c'est une façon d'assurer la fidélité. L'autre raison, je vérifie juste le timing. Non, ok, ça me dit 0, donc je...
On est bon. Ok. L'autre raison, c'est que la marque, c'est un amortisseur. Et donc, quand une entreprise comme Uber se trouve au milieu d'un scandale dû au comportement de son CEO, que sait-on finalement de la marque Uber, de ses valeurs, de son projet, pour arriver à distinguer le comportement d'un individu du reste de l'entreprise? Et enfin, pour être un business pérenne, il faut qu'à chaque fois qu'un consommateur utilise son téléphone, ouvre une app, qu'il vous choisisse, que vous soyez capable de générer de la préférence de marque. Et la marque, elle est là avant tout pour générer de la préférence. Donc il y a, à mon avis, de multiples raisons, mais surtout ces 3 raisons-là, pour lesquelles toutes ces boîtes qui ont démarré par la techno, qui ont démarré par l'expérience, doivent aussi s'intéresser à la marque. Regardons maintenant les marques historiques, les marques qui sont 8 minutes, là. ça te va? Comment? 8 minutes, ça te va? Je me dépêche. Okay. Regardons les marques historiques. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elles travaillent leur expérience? La première raison, c'est parce qu'il y a un vrai risque de disruption. Pensez à la banque, par exemple. Vous commencez par télécharger une application qui permet de constituer une cagnotte pour l'anniversaire d'un ami, et puis vous téléchargez une application qui permet de gérer vos dépenses entre amis pendant les vacances, et enfin vous gérez une application qui permet de rembourser votre mère par carte bleue, et puis tout à coup vous vous demandez pourquoi c'est pas votre banque qui vous a proposé ça. Tout à coup votre banque historique a perdu de la pertinence et vous êtes prêt à faire le grand saut. Et enfin, l'expérience, elle est clé parce que dans toutes vos entreprises, on parle de transformation digitale et que la transformation digitale, ce n'est pas uniquement de développer des réseaux sociaux dans tous les sens et d'animer avec des photos et du contenu. Certes, c'est intéressant, mais la vraie transformation digitale, c'est de redéployer du service et de faciliter la vie des gens dans leur quotidien. Je passe plus vite. Pour conclure, je voudrais partager avec vous, pour toutes ces marques historiques qui ont besoin de se réinventer, 6 pistes de réflexion, 6 façons de penser la marque autrement et qui pourraient faciliter le redéploiement d'une expérience. D'abord, on l'a vu, ça commence par les gens, comprendre leurs besoins, comprendre quelle est la pertinence, quelle est la valeur qu'on peut leur amener et à quelles conditions ils seraient capables d'adopter de nouveaux services. La deuxième, et c'est tout à fait lié à l'observation des individus, c'est bien sûr le design thinking, mais ne pas rester à une salle remplie de post-it. Nous, on croit beaucoup au design doing, c'est le prototypage, l'expérimentation d'hypothèses in situ avec les gens pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et tout de suite mettre de côté les mauvaises idées. Et c'est en combinant le design thinking et le design doing qu'on crée une culture de design qui a aussi la capacité d'engager les gens en interne et de faciliter le changement. Quand on est dans une industrie de produits, comment est-ce qu'on développe de l'expérience? On en a parlé tout à l'heure avec Renault, c'est en développant du service. Aujourd'hui, n'importe quel objet, grâce à l'IoT, grâce aux objets connectés, peut devenir un service. Donc c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Et puis, reconcevoir sa marque dans un monde digital, c'est aussi l'image... Oui. Je suis perturbée par le son que j'entends. Donc reconcevoir la marque dans un monde digital, c'est aussi concevoir dans un monde qui a changé. On a beaucoup parlé de désintermédiation. En fait, on s'aperçoit que de nombreuses marques sont en train d'être réintermédiées par les plateformes d'intelligence artificielle que sont Alexa ou Google Home. Bientôt, vos premières cibles, ça va être ces plateformes, ça va être cette intelligence artificielle qui choisissent pour nous, avant même qu'on ait eu besoin d'exprimer un souhait, les marques qui seront livrées chez nous. Et donc, on passe quasiment du top of mind à ahead of mind, qui serait finalement sous contrôle de l'intelligence artificielle. La voix, l'élément sonore de vos marques, ça va être un élément absolument essentiel. La reconnaissance vocale, c'est la nouvelle frontière du digital. Et donc, il faut que l'identité de vos marques contienne une dimension sonore pour se faire reconnaître. Mais c'est aussi intégrer l'implication de nouvelles technologies comme le chatbot. Aujourd'hui, tous les chatbots parlent de la même façon. Or, c'est bien la marque qui vous parle. Il va vraiment être prioritaire de penser à la façon dont on peut intégrer et inclure la personnalité de la marque et son projet dans la façon dont un chatbot va parler au client. Et puis, le dernier point, c'est de dire que dans ce travail de développement d'expérience d'une marque, la marque elle-même est un formidable atout.
On peut mettre de la technologie partout, on peut imaginer toutes sortes de services, mais ce qui va donner le cap, c'est vraiment la marque. Et là, l'enjeu principal, c'est d'arriver à transformer la plateforme de marque en une plateforme d'expérience. C'est vraiment l'élément clé qui va permettre de faire en sorte que l'expérience future que vous allez créer va complètement rester stratégique et sera spécifique et ne sera pas la même que vos concurrents directs. Et c'est la dernière slide. Pour conclure, je voudrais dire que quel que soit le point de départ des digital companies ou des marques historiques, ce qui est important, c'est bien sûr d'atteindre ce Graal, ce qu'on appelle chez Fjord le Love Index. C'est des marques qui sont à la fois aimées et qui fournissent une expérience au quotidien, autant de fois qui soit vraiment une expérience que les gens adorent. Et on rentre dans un cercle vertueux qui devient vraiment intéressant. Je vous remercie beaucoup.